Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Bonferré Télévision pour cette édition d'information quelque peu spéciale à raison des événements qui sont produits dans notre pays durant ces dernières 48 heures pour vous donner l'essentiel de l'information, les faits, les premières constatations. Je partage ce plateau du journal télévisé de ce soir avec Abdurrahman Younoussa Issa, il est journaliste, rédacteur en chef du groupe de radio et télévision Bonferré. Abdurrahman, bonsoir. Bonsoir, Mustapha Zangoma. D'abord, Abdraman, les choses sont parties un peu vite. Hier, mercredi 26 juillet 2023, depuis hier, donc, ce sont les forces armées nigériennes qui gèrent le pays après une longue journée mouvementée, marquée par une succession d'événements. Suleiman Ousmane revient sur le déroulé de ces événements. Les événements semblent s'être déroulés assez tôt ce mercredi 26 juillet 2023, avec l'interdiction de l'accès au bureau de plusieurs fonctionnaires de la présidence de la République. Les premières nouvelles font état d'une séquestration du président Bazoum par des éléments de la garde rapprochée. Il serait entouré de sa garde rapprochée, mais quand même empêché de sortir. Par des éléments de la garde présidentielle qui sont mécontents. La présidence du Niger parle de mouvement d'humeur anti-républicaine. Des tentatives de négociation ont été entamées par des différentes personnalités, dont l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou, puis une délégation de la CEDEAO dirigée par des officiels nigériens, sous l'égide du président nigérien Tinubu. Il y a eu des tentatives de médiation, il y a eu une médiation engagée par le président Issoufou, il y a eu une médiation aussi qui est en cours, qui a commencé hier par les envoyés du président du Nigeria, monsieur le président Tinubu, donc une délégation du Nigeria qui est en train de négocier, de discuter avec les militaires. Des pourparlers qui semblent avoir échoué sur le site de la présidence de la République. On parle d'un ultimatum et d'un assaut imminent. L'armée, dit-on, et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Donc il y a vraiment un risque d'affrontement, même s'il semble être éloigné maintenant. Des images d'éléments de la force spéciale Al-Mahaw de Tilaberi et des éléments de la garde présidentielle en partance pour Difa pour sécuriser les activités du 3 août faisant mouvement sur la capitale sont partagés sur les réseaux sociaux. Dans la foulée, la télévision nationale et plusieurs chaînes de télévision privées sont investies par des militaires. Sur les réseaux sociaux, un appel à manifestation de soutien au président de la République est lancé. C'est vraiment un appel citoyen, soutenir la République, la démocratie et l'état de droit. Les manifestants quittent la place de la concertation devant le Parlement et tentent de converger vers le palais présidentiel. Ils sont dispersés par des tirs de sommation. Dans la nuit, peu avant la déclaration de la junte, la mouvance pour la renaissance du Niger, la MRN, rend publique une déclaration de soutien au président de la République et appelle les populations à occuper les rues et les espaces publics pour faire barrage à la tentative de déstabilisation du pays. Voilà donc pour ce qui est des déroulés des faits pour cette journée du mercredi, c'était donc hier. Alors, dans ma première constatation, comment cela a pu se produire? On avait l'impression dans la matinée que c'était juste un mouvement d'humeur. Oui, absolument. Et c'est ça qui a été déjà d'abord annoncé par des messages ou des sources qui viennent de la présidence. Après, certains médias, et les réseaux sociaux notamment, ont relayé, on parlait jusqu'à la mi-journée, presque dans l'après-midi carrément, des mouvements d'humeur d'une partie de la garde présidentielle. Mais au fil du temps, comme le reportage de Suleiman Ousmane l'a montré, au fil du temps, cela a pris de l'ampleur et ça s'est compliqué davantage malgré, dans un premier temps, au milieu de la matinée, des négociations qui auraient été menées par des personnalités dont l'ancien chef d'État, l'ancien président de la République, Mahamadou Issoufou. Comment est-ce que cela s'est fait? On en est arrivé là, personne ne sait, on ne connaît pas les raisons profondes donc, de ce mouvement d'humeur qui a donc présidé à cette action de la garde présidentielle contre celui qu'ils étaient censés protéger
complètement. Bon, après, dans le communiqué, on le verra plus tard, dans le communiqué où les premières déclarations du CNSP, on a entendu certaines raisons qui ont été avancées. Mais à ce moment de la journée et au moment de tous ces faits, personne ne pouvait dire avec exactitude quelles sont les raisons exactes qui ont poussé donc la garde présidentielle à agir ainsi. On a parlé d'une partie de la garde présidentielle, mais les faits après ont montré que on ne peut pas s'avancer, mais c'est presque la totalité des éléments de la garde présidentielle, parce qu'apparemment, ils ont tous obéi, ils obéissaient tous à leur chef, qui est le général Tchani. Et ce qui a surpris dans la journée d'hier, c'est cette accalmie autour du palais présidentiel. L'actualité a été plus relayée par les médias internationaux, selon lesquels c'est effectivement une partie de la garde présidentielle et que des renforts devraient venir de l'intérieur du pays pour soutenir le régime. Oui, parce que la façon dont cela s'est passé, c'est un peu inhabituel, c'est un peu atypique. Un mouvement d'humeur, peut-être qu'on peut rappeler qu'il y a quelques années ou il y a quelques temps, il y a eu quelques bisbilles au niveau de la garde présidentielle, mais bon, ça n'a pas été plus loin que ça. Ça a juste, beaucoup de gens l'ont même, limité à des rumeurs, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques bisbilles, mais on a toujours pu maîtriser. Mais cette fois, c'est pourquoi il faut attendre d'avoir les vraies raisons, et d'avoir les vraies motivations qui ont poussé à ce mouvement d'humeur qui, à la lumière des faits, est plus qu'un mouvement d'humeur, puisqu'on a vu ce qui a peut-être provoqué cette petite accalmie, c'est que si vous vous rappelez, au milieu de la matinée, on disait que il y a des négociations qui sont en cours, la situation est sous contrôle et qu'il y a des négociations en cours et que cela prenait une bonne voie et qu'une issue favorable était prévisible parce que l'ancien président de la République s'était mêlé et puisque le général Tchani a travaillé avec lui pendant 10 ans, donc les gens se sont dit que peut-être que ça allait s'estomper. Et on disait que le président de la République, enfin l'ancien président de la République désormais, Bazoum Mohamed, n'était même pas arrêté, il était libre de ses mouvements chez lui. Et il avait accès, enfin les gens, certains avaient accès à lui, et lui il avait même ses téléphones, il pouvait appeler n'importe où, et appeler tout celui qu'il voulait, et d'ailleurs après on a su qu'effectivement il a pu appeler beaucoup de personnalités. Donc des chefs d'État des chefs d'État de la CEDEAO, notamment des pays de la CEDEAO, et même des hommes politiques étrangers, notamment le secrétaire d'État américain avec lequel, enfin je dis le secrétaire général des Nations Unies, avec lequel il a pu échanger. Vous le disiez, c'est finalement dans la soirée, un peu à 23h20, 22 minutes, que différents responsables de la hiérarchie militaire sont apparus sur les antennes de la télévision nationale. Ils étaient au total 10 à l'écran. Ils ont affirmé avoir mis fin au régime de la Renaissance à travers un communiqué. Ils annoncent également la mise en place d'une instance dirigeante, le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Boubacar Amadou nous fait le récit. C'est une dizaine de chefs de commandement militaire des forces armées nigériennes, dont le chef d'état-major de l'armée de l'air, le commandant des forces spéciales, les adjoints au chef de corps de la garde nationale et de la gendarmerie, de la police, des groupements de sapeurs-pompiers, qui a apparu à la télévision nationale vers 23h30 pour annoncer la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, FDS. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, c'est le nouvel organe mis en place par les putschistes qui n'ont pas encore précisé le nom de leur premier responsable. La junte militaire a également annoncé la suspension de toutes les institutions de la 7e République. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Le CNSP a décidé de la fermeture des frontières aériennes et terrestres du pays jusqu'à nouvel ordre, ainsi que l'instauration d'un couvre-feu de 22h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire. S'agissant des autorités déchues, officiellement Bazoum Mohamed et son ministre de l'Intérieur qui assurait l'intérim du ministre de la Défense
sont aux mains des militaires qui rassurent garantir leur intégrité physique et morale. Le CNSP a appelé les partenaires du pays à ne pas s'ingérer dans les événements en cours, particulièrement la France. L'armée dénonce une violation de l'espace aérien nigérien ce jeudi matin. Malgré les injonctions du CNSP, conformément au communiqué numéro 3 du 26 juillet 2023, relatif à la fermeture des frontières aériennes et terrestres, il a été constaté que le partenaire français a passé outre pour faire atterrir un avion militaire de type A400M à l'aéroport international de Niamey ce matin à 6h30. Avant d'annoncer dans un communiqué le ralliement de la hiérarchie militaire à leur cause, notamment celle du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major d'armée. Abdraman, on vient de le voir, c'est quelque peu le format classique des mouvements de tour à la télévision nationale des militaires qui annoncent avoir renversé un régime. Quelle est la particularité pour ces événements qui sont produits ici au Niger, notamment les 10 personnalités qu'on a vues sur ces images? Oui, avant d'arriver à la particularité, peut-être essentielle qu'on peut dire, c'est la façon dont cela s'est arrivé. C'est vrai qu'au Niger, dans beaucoup de nos pays où les coups d'État ont eu cours, dans la région ouest africaine et même au-delà, en tout cas dans nos pays d'Afrique, c'est toujours la présidence que les insurgés ou les militaires attaquent, ils mettent la main sur le président, qui est l'institution la plus importante donc, au niveau de la charpente institutionnelle du pays. Et généralement, dès qu'on met la main sur le président de la République, tout le reste des institutions s'effondrent malheureusement et puis tout s'arrête à ce niveau. C'est la même chose qui s'est passée. On se souvient du dernier coup d'État, ou de l'avant-dernier en tout cas qu'on a connu, du 18 février 2010. Il a fallu que les militaires venus attaquer la présidence mettent la main sur le président de la République pour que le coup d'État soit consommé et qu'on en soit resté là. Et cette fois-ci, c'est la même chose, mais la particularité ici, c'est qu'on n'a jamais parlé du coup d'État jusqu'au communiqué de l'armée et des officiers qu'on a pu voir donc un peu tard dans la soirée vers 23h, ce qu'on vient de suivre. On a parlé des mouvements d'humeur. On a surtout essayé de négocier pour faire libérer le président de la République et peut-être faire entendre raison aux éléments de la garde présidentielle qui ont commencé ou qui est initié, notamment le général Kiani, qui ont initié ce mouvement d'humeur. Apparemment, c'est parce que ces négociations ont échoué qu'on a maintenant commencé à dire que bon, c'est finalement un coup d'État et que l'armée apparemment est intervenue et c'est apparemment ces négociations qui ont pris plus de temps. Les négociations pour que l'armée se décide ou prenne une décision après cette crise qui s'enlise. Donc, et finalement, apparemment, la hiérarchie militaire a fini par assumer et prendre cette décision, donc d'assumer finalement ce coup d'État. Et donc, les négociations que je disais qui ont échoué, peut-être c'est parce que finalement le président de la République n'a pas démissionné formellement. Il n'a pas signé un document pour dire qu'il renonce à son poste et démissionne. Donc finalement, on ne peut plus assister à un scénario à la malienne ou un scénario à la burkinabé où les chefs d'État de ces pays-là ont démissionné. Donc ça facilitait, n'est-ce pas, la prise de pouvoir des militaires. Ici, peut-être que c'est ce refus qui a dû décider la hiérarchie militaire à prendre cette décision. Et les officiers qu'on vient de voir, donc qui sont à l'écran, c'est les principales forces militaires, les principales forces militaires du pays. C'est vrai que ce n'est pas les premiers, notamment en ce qui concerne certains corps, mais c'est les principales forces militaires du pays. On voit bien la garde nationale qui est représentée, la gendarmerie nationale qui est représentée, même le groupement des sapeurs-pompiers qui est représenté, l'armée aussi, des fois, à un certain niveau, l'armée de l'air, dont c'est le chef d'état-major même qui a lu le communiqué, l'armée, les fans avec le général Mamadou Toumba Boubacar et puis Salah Barmou. C'est vraiment les forces armées du Niger, les FDS comme on les appelle, les forces de défense et de sécurité, qui se sont accordées à faire ce communiqué
Et finalement, ce n'est pas, on peut dire, entre griffes, que ce n'est pas la garde présidentielle ou le général Tchani qui sont auteurs de ce coup d'État. C'est vraiment toute l'armée nigérienne, toutes les FDS du Niger qui ont fini par assumer cette action. Et désormais, comme ils l'ont dit, c'est les forces armées, donc les FDS, qui dirigent ce pays. Depuis hier, la direction a commencé avec une série de communiqués à la malienne, à la burkinabé, dissolution des institutions de la 7e République, fermeture des frontières aériennes et terrestres, instauration du couvre-feu, et ce matin, cette mise en garde vis-à-vis de la France qui aurait violé l'espace aérien de notre pays. Et comme vous le dites, comme vous l'avez dit, c'est classique. C'est comme ça que généralement ça se passe après le coup d'État. Non seulement ailleurs, mais aussi au Niger, où je ne dirais pas qu'on est désormais habitué au coup d'État, mais on en connaît quand même un brin avec tous ces coups d'État qui ont eu lieu dans ce pays. Et donc c'est au fur et à mesure que, c'est vrai, on a l'habitude de dire tout de suite que la situation est sous contrôle, etc. Mais après des actions comme ça, c'est au fur et à mesure, c'est graduellement que la situation est maîtrisée et qu'elle est sous contrôle. Et c'est donc par coup de communiqués qui sont plus des décisions, n'est-ce pas, qui s'enchaînent, qui viennent graduellement, qui viennent les unes après les autres, qu'on arrive à construire, à asseoir son autorité et à contrôler la situation complètement et définitivement. On ne peut pas, par exemple, diriger ce pays, le pays, quel qu'il soit, sans prendre la précaution de suspendre les autres institutions qui sont des institutions, la plupart constitutionnelles, donc la République, puisque vous avez pris le pouvoir, désormais, ces institutions ne peuvent plus avoir droit de citer. Donc il faut les suspendre. Plus loin, pour assurer la sécurité et contrôler la situation sécuritaire dans le pays, il faut fermer les frontières terrestres et aériennes, etc. Donc c'est vraiment, toutes ces décisions sont tout à fait normales et c'est dans l'ordre normal des choses pour pouvoir contrôler et maîtriser la situation graduellement. Et c'est comme ça que ça se fait, ça s'est toujours fait. Et dans le déroulé de ces événements, on avait parlé de l'arrivée d'une délégation de la CEDEAO. Talon devrait arriver au Niger. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, donc c'était hier, un peu en fin d'après-midi, vers 18h ou 18h passées, que la venue des délégations de la CEDEAO a été annoncée. On disait dans un premier temps que c'est le président Talon qui devait venir avec le président nigérien, Tinubu, qui est le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Mais finalement, Tinubu n'est pas venu. Il a plutôt envoyé quelques officiels nigériens, parmi lesquels le chef d'état-major des armées nigériennes, et quelques militaires et civils aussi. Talon devrait être là, mais il n'est finalement pas arrivé. Mais par contre, la délégation nigériane est venue, elle a dû rencontrer les personnalités, comment dire, impliquées, adéquates pour parler de la situation ici. Elle est retournée sans rencontrer la presse, sans faire aucune déclaration, ni officielle, ni officieuse. Et Talon, lui, par contre, n'est même pas venu. Après, on a appris, l'information n'est pas officiellement vérifiée, n'est pas formellement vérifiée. On a appris qu'il a tenté, après, de venir, mais bon, ça n'a pas pu être possible parce que l'espace aérien nigérien a été fermé. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais même si c'est vrai, est-ce que c'est parce que les militaires, les responsables du CNSP ne veulent plus continuer à négocier sur un fait qui est déjà accompli, ou bien c'est Talon lui-même qui s'est dit, bon, le fait est accompli, il n'y a plus rien à venir négocier. Et ces événements, Abdraman, ont suscité la vive réaction de la communauté internationale sur le plan régional, avec les réactions de condamnation de la CEDEAO, on le disait tantôt, celle de l'Union africaine, mais aussi dans le reste du monde, l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies et les États-Unis d'Amérique ont également vivement réagi à la suite des événements qui sont produits dans notre pays. On fait le point avec Abdul Aziz Mahamadou. Suite aux événements en cours au Niger, les réactions ont été presque immédiates. Tout d'abord, celle de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a condamné de la manière la plus vigoureuse cette tentative de prise du pouvoir par la force avant d'appeler à la libération immédiate et sans condition du président Bazoum.
L'Union africaine a, dans un communiqué, dénoncé ce qu'elle a qualifié d'agissement de militaires en totale trahison de leur devoir républicain, condamnation aussi au niveau international. L'Union européenne et la France, pour qui le Niger est un partenaire privilégié au Sahel, ont fermement condamné cette tentative de coup d'État. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a pu parler à Mohamed Bazoum pour lui exprimer son soutien. Réaction aussi des États-Unis à travers Anthony Blinken, le secrétaire d'État. We are very closely monitoring the situation and developments in Niger. I spoke with President Bazoum earlier this morning and made clear that the United States resolutely supports him as the democratically elected president of Niger. We call for his immediate release. We condemn any effort to seize power by force. Les États-Unis ont souligné que le partenariat économique et sécuritaire avec le Niger va dépendre de la poursuite de la gouvernance démocratique et du respect de l'état de droit et des droits de l'homme. Le président béninois, Patrice Talon, a été annoncé au Niger pour des négociations. Abdraman Younoussa Issa, on a vu cette vague de réaction et d'indignation face à l'interruption de l'ordre constitutionnel normal dans notre pays. Est-ce juste des déclarations de principe ou est-ce qu'elles peuvent jouer dans la suite de l'évolution des choses? Par exemple, un rétablissement des autorités déchues, par exemple. Oui. Bon, généralement, c'est quand ces genres de déclarations ou de réactions arrivent après un coup d'État, on l'a vu dans les autres pays aussi, et même ici au Niger, dans les coups d'État précédents, l'objectif annoncé officiellement ou poursuivi officiellement, c'est de oui, quand les autorités déchues sont là, c'est de dire, bon, nous, ce qu'on exige, c'est le rétablissement de l'ordre constitutionnel, mais surtout le rétablissement dans leurs fonctions des autorités déchues, etc. Mais on sait que dans ce genre de situation, c'est rarement le cas, c'est rarement arrivé au pays. En tout cas, ici, les derniers coups d'État qu'il y a eu au Niger, ça ne s'est jamais fait. Ailleurs aussi, au Mali, ça ne s'est jamais... Les coups d'État qu'on a vu, les déclarations et les réactions de ces organisations ou de ces partenaires n'ont pas permis de rétablir les anciennes autorités dans leurs fonctions au Burkina, en Guinée, etc. Alors, ici aussi, après... tout ce qui s'est passé depuis ces dernières 48 heures, comme vous dites, c'est extrêmement difficile que les anciennes autorités soient rétablies dans leurs fonctions. Et la preuve, on a vu, après cette première déclaration, ce premier communiqué du CNSP, toute la hiérarchie militaire a suivi, donc s'est rallié à cette déclaration et à ce communiqué. Certaines franges de la population également depuis hier et principalement aujourd'hui ont déclaré leur soutien à ces autorités, à ces nouvelles autorités militaires, etc. Ce serait difficile de revenir sur ce qui s'est passé et rétablir les anciennes autorités dans leurs fonctions. Et c'est surtout extrêmement difficile pour les autorités parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Qu'est-ce qu'on va leur faire? Qu'est-ce qu'ils deviendront? Et donc, pour leur propre sécurité, pour leur propre sécurité, ce serait vraiment difficile, suicidaire de le faire. Et bien évidemment, on comprendra que c'est impossible. Donc, quand il y a des déclarations comme ça, c'est surtout pour déjà protester, montrer par principe qu'on est contre, etc. Et mettre la pression nécessaire qu'il faut pour que les autorités militaires remettent rapidement le pouvoir aux civils après des élections démocratiques, propres, participatives, inclusives, tout ce que vous voulez, dans des délais assez brefs. Et par principe aussi, après les déclarations, après ces déclarations de principe et tout, il faut s'attendre certainement à d'autres formes de pression, comme des sanctions. Même si les forces de défense et de sécurité, dans les premiers communiqués, ont demandé à la communauté internationale de ne pas s'ingérer dans les événements qui sont en cours ici. Oui, de ne pas s'ingérer parce que ça serait compliqué en ce moment-là de contrôler la situation, de ne pas s'ingérer pour ne pas aggraver la situation. Parce que, encore une fois, on est devant une situation de fait accompli. Des ingérences, quelles qu'elles soient, ne feront qu'aggraver. Et si vous faites bien de le rappeler, en disant de ne pas s'ingérer, c'est principalement de ne pas
interférer pour compliquer davantage la crise qui existe déjà, la situation qui existe. Et donc, c'est pourquoi il y a cette injonction ou cette demande des autorités, des nouvelles autorités militaires envers les partenaires. Encore que le Niger est un pays souverain, même si c'est un coup d'État, même si c'est des autorités militaires qu'on pense qu'ils ne sont pas forcément légitimes parce qu'ils n'ont pas été élus, mais c'est quand même un pays souverain. Le Niger, c'est un pays indépendant et souverain. Il n'est pas normal que des partenaires extérieurs s'ingèrent donc dans les affaires internes du pays. C'est un des arguments tout à fait, tout à fait important qui est mis en avant pour expliquer ce genre de décision. Et en parlant de réactions sur le plan international, plan national, il y en a également eu. Nous en parlions dans le premier sujet du déroulé des faits où on a vu des Nigériens qui soutiennent le régime de Bazoum Mohamed, qui ont manifesté, qui ont tenté de joindre le palais présidentiel. Ils ont été dispersés par des coups de sommation. Au plan national, ce matin aussi, il y a eu d'autres réactions. D'abord, celle de soutien avec des citoyens qui sont réunis ce matin à la place de la concertation devant le Parlement pour soutenir l'armée. Sidikou Haruna nous en dit un peu plus. 9h, tout le monde est là. Après la prise du petit déjeuner, 9h, il faut qu'on se rencontre ici. Inch'Allah. Vous avez compris, non? À 9h, tout le monde. Demain, 9h, Inch'Allah. Sitôt dit, sitôt entendu. Ils sont des milliers de Nigériens à se retrouver au niveau de la place de concertation dans un élan spontané de soutien aux nouvelles autorités du pays. Qu'ils soient hommes ou femmes, jeunes ou vieux, tous les manifestants veulent désormais tourner la page de leur tareya qu'ils estiment avoir chèrement payé. Nous, on est venus pour supporter les militaires. Nos fils là, qui sont morts, pour rien, parce qu'ils n'avaient pas des armes, ils n'étaient pas bien dotés. C'est pourquoi cette histoire-là s'est produite hier. Il ne faut pas qu'on politise ça. Ça n'a rien de politique. C'est avec une grande joie et avec liberté totale que nous sommes sortis de manière spontanée pour savourer ce moment de liberté qui nous a été refusé pendant des années. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à ce qui nous concerne, nous avons à maintes reprises durant des années voulu organiser des manifestations, ne serait-ce que pour soutenir l'armée nigérienne, pour protester contre les mauvaises politiques publiques édictées par l'ancien régime. Ça nous a été toujours refusé. S'ils sont là pour soutenir les militaires, c'est aussi avant tout pour leur faire passer un message. Ils n'ont qu'à faire en sorte de rester sereins, de se calmer d'abord, de se consulter entre eux, de se donner confiance, de se faire girer. Mettez le Coran et n'essayez pas. Ils n'ont qu'à dire aux autres, aux gens, il y a des gens zélés qui veulent s'enrichir. Ils n'ont qu'à faire comme le Mali. Ils n'ont qu'à les faire girer que personne ne va voler l'argent du peuple. Tout le monde cependant n'est pas enthousiaste et ne soutient pas le coup de force. Un Nigérien seul au milieu de la foule des manifestants pro-coup d'État. Moi, c'est avec tristesse, vraiment avec beaucoup de tristesse que j'ai appris qu'il y a un mouvement d'humeur au niveau du palais et finalement ça a abouti à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On s'est rendu à l'évidence. Mais ce que les gens ne savent pas, que la démocratie, là, ça a coûté beaucoup de vies. La République qui a été fondée il y a de cela 30 ans, ça a coûté des vies. Ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un va venir faire en sorte qu'il prenne le pouvoir comme cela parce qu'il a le pouvoir des armes. Ce n'est pas normal. L'ordre constitutionnel doit revenir et devrait revenir. Les militaires, leur place. Les manifestants ont mis à profit l'occasion pour brandir les couleurs de la Russie. Un message clair du souhait des manifestants de voir les nouvelles autorités se rapprocher du pays de Vladimir Poutine dans cette croisade contre le terrorisme. Il est à noter que les manifestants ont séquestré un individu qui a osé déchirer le drapeau russe. Si le conducteur a eu beaucoup de chance en sortant indemne de l'acte, ce n'est pas le cas de son véhicule par contre qui a été littéralement démonté. Donc, réaction de soutien aux nouvelles autorités de la transition, si on peut le dire comme ça,
Mais bien avant Abdraman, on parlait tout à l'heure de cette vague de réaction de la communauté internationale, notamment les organisations sous-régionales, mais également internationales. À quoi les nouvelles autorités doivent s'attendre? On l'a vu dans les scénarios de nos pays voisins, il y a cette vague de sanctions qui risque d'arriver. Ah oui, et même pour cette fois aussi, certainement, les nouvelles autorités militaires, le Niger ne va pas échapper à cette vague de sanctions. C'est des déclarations de principe dans un premier temps, des communiqués de déclaration, mais après, ça va se durcir et des sanctions peuvent tomber. On sait que le président de la CEDEAO, de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, c'est depuis quelques jours, depuis quelques semaines, le nouveau président du Nigeria, Ebola Ahmed Tinubu, qui, dans ses premiers propos, a été très dur vers ce qu'il appelait les putschistes, donc qu'il sera très dur contre les auteurs de coup d'État dans la région ouest-africaine, donc au niveau des pays de la CEDEAO, etc. Et on a même parlé un moment d'une force de la CEDEAO anti-putsch qui pourrait intervenir dans les pays où ces putschs ont lieu pour rétablir les autorités élues dans leurs fonctions, etc. Donc vraiment, il faut s'attendre à des sanctions économiques, certainement, des sanctions politiques aussi, des sanctions diplomatiques, certainement. Donc les nouvelles autorités militaires, de ce point de vue, doivent s'attendre à tout ça et peut-être s'armer en conséquence avec peut-être une offensive ou une défense diplomatique assez importante, et puis avoir assez de tact et de détermination et de persévérance pour pouvoir faire face à toutes ces sanctions. Ce ne seraient pas les nouvelles autorités militaires seulement, ce seraient toutes les populations nigériennes, parce que les sanctions économiques, financières ou parfois diplomatiques peuvent avoir un impact sur le quotidien des populations, non seulement dans les villes, mais aussi dans les campagnes peut-être. Mais sur cet aspect, il y a déjà cette mise au point des États-Unis qui disent que la suite des événements doivent dépendre de la situation, du respect de la démocratie, des droits de l'homme. Absolument. On sait que du point de vue des principes, c'est vraiment une condamnation sans équivoque, ferme, etc., du coup d'État. Mais maintenant, dans le fond, il y a toujours des arguments qui sont avancés, il y a toujours... ça dépend toujours de la capacité de se défendre des nouvelles autorités qui peuvent essayer dans un temps relativement moyen, court ou long terme de se défendre et d'arriver à fléchir ces positions souvent tranchées de la communauté internationale et des organisations sous-régionales comme la CEDEAO sur ces types de questions. Et ça peut être dur, moins dur ou plus souple selon l'offensive diplomatique ou l'argument ou les arguments avancés par les pouvoirs militaires pour montrer leur bonne foi, non seulement de garantir certains principes élémentaires, le respect des droits humains, le respect de certaines libertés fondamentales, etc., mais surtout de ne pas perdurer au pouvoir et d'organiser très rapidement des élections pour rendre le pouvoir aux civils. Revenons à ces manifestations de soutien organisées pour soutenir les nouvelles autorités militaires. Quelle interprétation peut-on faire de cette sortie qui se veut quelque peu spontanée? On a suivi sur la télévision nationale qu'après les différents communiqués du CNSP, systématiquement, ce sont ces manifestations de soutien qui sont relayées. Oui, bon, ça aussi c'est un élément important qu'on a pu observer pendant les autres coups d'État. Vous vous rappelez le coup d'État de Salou Jibo par exemple, ce qui était contre le Tazarké du président Tanja Mamadou et paix à son âme, ont appelé à manifester ou sont sortis dans la rue, soit spontanément, soit à l'appel de certaines organisations politiques ou civiles, pour montrer leur satisfaction, enfin leur joie de se débarrasser entre griffes d'un régime ou d'un président qui voulait s'incruster au pouvoir après ces 2 mandats réglementaires, ou alors pour entre griffes du temps soutenir
les nouvelles autorités militaires, etc. Mais c'est le cas aussi. Si le président Bazoum est démocratiquement élu, c'est vrai, en mars 2021, il a été investi en avril 2021, etc. Il a des partisans, mais il a aussi des gens qui ne l'ont pas voté. Non seulement qu'ils n'ont pas voté, mais bon, peut-être qu'ils n'appréciaient pas sa façon de gérer et peut-être la façon dont il a accédé au pouvoir. Donc il y a toujours des gens qui seront prompts à manifester pour l'avènement de ces autorités militaires, mais c'est aussi peut-être parce que certains aspects de la gouvernance sont reprochés, non pas peut-être au président Bazoum lui-même personnellement, qui est venu il y a que 2 ans et demi, mais au régime de la Renaissance, au régime du PNDS, la corruption, les détournements des deniers publics, la détérioration de la situation sécuritaire, malgré tout ce qu'on dit, la gestion des ressources naturelles, des ressources minières, des ressources pétrolières, du sous-sol de façon générale. Donc tout ça là, et puis bon, la détérioration du respect des libertés individuelles et collectives, etc. Donc tout ça là a certainement nourri la crispation pendant ces 10 dernières années, voire ces 12 dernières années, et peut-être ce coup d'État a été, comment dire, une espèce de pot d'échappement, une espèce de libération pour certains citoyens. En tout cas, apparemment, c'est comme ça qu'ils perçoivent ce coup d'État. C'est pourquoi peut-être ils sont sortis spontanément dans la rue pour apporter leur soutien aux nouvelles autorités militaires. Et ces manifestations déplorables qui ont pris pour cible ce matin le siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS-Taraya, avec des actes de violence et de vandalisme. Youssoufou Haïdara était sur place pour Bonferré Télévision, il nous fait le récit. À la devanture du siège national du PNDS Taraya, plusieurs voitures calcinées, la façade du bâtiment saccagée par les manifestants venus en grand nombre. À l'intérieur du siège, la colère des manifestants n'a pas épargné les matériels. Le mobilier saccagé, certains emportés ou brûlés. Des climatiseurs ont été arrachés et des postes téléviseurs emportés. Face aux éléments de la police, dépassés par l'ampleur de la manifestation, les manifestants scandent des slogans en brandissant le drapeau nigérien et celui de la Russie. Difficile pour l'instant de quantifier les dégâts matériels, mais l'on dénombre des blessés dans les rangs des militants de la MRN trouvés sur place alors qu'ils voulaient tenir une déclaration. Dans un communiqué rendu public ce matin, la junte suspend toute activité des partis politiques jusqu'à nouvel ordre. Revenons donc à présent à Abdelrahman Younoussa avec ces images choquantes à condamner, qui sont pourtant produites au Niger ce matin au siège du PNDS. Oui, tout à fait. Ouais, c'est tout à fait exact. C'est tout à fait des actes ou des actions à déplorer. C'est du vandalisme, c'est de la violence gratuite qui ne s'explique pas, en tous les cas, sur des biens privés et sur des personnes. On a dû voir certaines images qu'on ne peut pas produire ici à l'antenne, dans les réseaux sociaux où des femmes ont été agressées, des personnes ont été agressées. Quelles qu'en soient les raisons, on ne peut pas expliquer ces actes de vandalisme et ces actes de violence gratuite. Malheureusement, dans ce genre de situation, c'est des choses qui peuvent arriver, mais qui ne doivent pas arriver, malheureusement. Des mesures doivent être prises pour empêcher ce genre d'actes, ce genre d'action, et empêcher à ce que des gens, des individus, quelle qu'en soit la raison, puissent perpétrer de tels actes. Ce n'est pas acceptable. Même s'il y a eu coup d'État, il y a quand même
y a quand même la loi, il y a quand même la justice. Un pays, on ne doit pas permettre ce genre d'actes. Certains expliquent ça, on a vu beaucoup de commentaires parfois assez ridicules sur les réseaux sociaux où on cherche à expliquer non, c'est des gens, et tous ces véhicules ou tous les biens que certains gens ont accumulés, c'est l'argent des populations, c'est l'argent du contribuable, donc il faut brûler. Non, mais c'est vraiment assez regrettable et les nouvelles autorités militaires doivent prendre des mesures pour empêcher ce genre d'actes. Et puis les autres acteurs aussi doivent s'impliquer, les leaders d'opinion. Pour appeler à l'apaisement. À l'apaisement. Et les familles aussi, les parents, les associations, les organisations de toutes sortes, les structures de toutes sortes qui peuvent ou qui ont la mission d'encadrer ces jeunes ou d'encadrer les citoyens, les populations, ont le devoir d'intervenir, de s'impliquer pour arrêter ce genre de... Ça commence comme ça et on ne sait jamais où est-ce que ça peut amener. Mais c'est peut-être déjà pour cela que déjà dans l'un des derniers communiqués des nouvelles autorités de transition, ils ont pris l'engagement ferme de donner des instructions aux forces de défense et de sécurité pour protéger les personnes et leurs biens. Et dans la foulée, il y a également eu cette décision de suspension des activités de toutes les formations politiques. Absolument. Et j'ajoute à ça cette correspondance, cette lettre ou cette décision du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, donc qui dit que c'est des actes de vandalisme regrettables et condamnables et que des instructions fermes ont été données aux forces de l'ordre pour interpeller toute personne qui serait prise en flagrant délit de perpétration de ce genre d'actes. Donc un communiqué qui a été diffusé cet après-midi et signé du secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Je pense que c'est une bonne décision et c'est un très bon rappel à l'ordre. Il est important d'éviter ce genre de situations qui peuvent malheureusement envenimer le climat entre les citoyens, toutes choses qu'il faut absolument éviter ce moment. Avant de revenir sur l'histoire quelque peu de ces différents coups d'État que notre pays a connus depuis 1960, Abdrahmane, qu'est-ce qu'on sait actuellement de la situation du régime déchu? On sait que le président Bazoum Mohamed et son ministre de l'Intérieur sont gardés par les auteurs de ce renversement de pouvoir. Qu'en est-il des autres membres du gouvernement et de l'appareil de l'État? Bon, officiellement, comme vous l'avez dit, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous parlons officiellement, les personnalités ou les personnes qui sont retenues officiellement par ces nouvelles autorités militaires, c'est le président de la République, bien évidemment, qui était le premier à être pris, et puis son ministre de l'Intérieur, qui était au moment des faits, donc ministre qui assurait l'intérim, du ministre de la Défense, donc qui était absent du territoire national, semble-t-il. Donc voilà, jusqu'ici, on n'a pas connaissance de nouvelles arrestations. C'est vrai que dans le feu de l'action, hier, à la mi-journée, on parlait de certains membres du gouvernement qui ont été arrêtés, mais apparemment cette information n'est pas vraie, elle n'est pas vérifiée. Et plusieurs membres du gouvernement ont été d'ailleurs aperçus à différentes activités depuis hier, entre hier et aujourd'hui, notamment à la manifestation du soutien au président Bazoum et au régime, donc à la place de la concertation hier après-midi. Et puis hier soir, dans la soirée, certains autres membres du gouvernement ont été aperçus à la déclaration de la MRN. Et aujourd'hui aussi, ce matin, certains membres du gouvernement ont été aperçus à la déclaration donc, de la MRN ou du PNDS, on parle des femmes même du PNDS, donc au niveau du siège du parti. Donc vraiment, on n'a pas connaissance de l'arrestation d'autres membres du gouvernement ou d'autres personnes ou personnalités du régime déchu, mais le président de la République déchu, Bazoum Mohamed, est retenu, et puis son ministre de l'Intérieur également.
n'a dit dans un premier temps que le ministre de l'Intérieur n'était pas détenu au même endroit que, parce que le président lui il a la présidence, il n'est pas détenu au même endroit, il est détenu dans une villa à côté. On ne sait pas s'il continue à être détenu dans cette villa, puisqu'il faut dire même le domicile du ministre de l'Intérieur et dans les parages donc, de la présidence, à quelques encablures en tout cas de la présidence, ils sont dans la même zone. Donc est-ce que c'est chez lui qu'il est consigné à résidence, ou alors c'est dans une autre maison à côté qu'il est détenu? En tout cas, toujours est-il qu'officiellement, il est entre les mains des nouvelles autorités militaires. Et on n'a pas l'information sur laquelle il a été libéré entre ce matin et maintenant. Durant ces événements, le président Bazoum communiquait avec le monde extérieur, on l'a dit en début de journal, avec la régie. On va partager ce tweet posté par le président de la République entre hier et aujourd'hui. Je ne sais pas si la régie est avec nous. Voilà, les acquis obtenus de haute lutte seront sauvegardés. Tous les Nigériens épris de démocratie et de liberté y veilleront. Dans la matinée de ce jeudi, Hassoumi Massaoudou a intervenu sur les médias internationaux, notamment RFI et France 24. Toujours avec la régie, on va lire un peu l'un de ses tweets. Chef du gouvernement par intérim, j'en appelle à tous les démocrates, à tous les patriotes pour mettre en échec cette aventure porteuse de tous les périls pour notre pays. Vive la démocratie, vive le Niger. Quelle interprétation de cette posture de Hassoumi Massaoudou, vous l'avez dit, qui assure l'intérim du Premier ministre? Oui, bon, on peut dire que ce tweet commence déjà à dater, si on peut dire, entre griffes, parce que c'est quand même depuis plusieurs heures que ce tweet a été publié. Entre-temps, la situation a évolué. Évolué pourquoi? Parce que les nouvelles autorités militaires continuent toujours à gérer la situation, et plus le temps passe avec ce qu'on voit, plus ils ont le contrôle de la situation. Donc, Premier ministre par intérim, il l'était avant la perpétration de ce coup d'État, de ce coup de force, avant l'installation des nouvelles autorités militaires. Aujourd'hui, en l'heure où nous parlons, il n'est plus Premier ministre par intérim. Donc, ce tweet vraiment commence à dater, mais c'est tout à fait normal, il était dans son rôle. Il était dans son rôle de réagir ainsi. Et c'est vrai qu'il était Premier ministre par intérim, parce qu'au moins des faits, encore une fois, le Premier ministre également n'était pas sur place, n'était pas en territoire nigérien. Donc c'est ça qui explique ces propos qu'il a tenus. Et, bon, pour le moment, on a tous vu ce tweet. Bon, on le lit, on prend acte, mais je ne pense pas, à l'heure actuelle, si ce tweet a un grand impact sur le déroulement des événements et sur ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures. Revenons à présent sur cette série de coups d'État que notre pays a connus depuis son indépendance en 1960. Le Niger donc a connu 5 coups d'État militaires, des interruptions de l'ordre constitutionnel par l'armée qui s'immisce sur la scène politique nigérienne, deux fois de manière tragique, des irruptions qui interviennent après le malaise au sein de la classe politique nigérienne. Badima Bourema nous fait le rappel des faits. En déclarant l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les militaires qui viennent de prendre le pouvoir au Niger annoncent aussi l'avènement d'un groupe de militaires suspendant ainsi la Constitution et les autorités élues. Séni Kounté, le 15 avril 1974, a pris le pouvoir et met en place le Conseil militaire suprême. Nigérien, ce jour, 15 avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. Le CMS, qu'il va diriger jusqu'à sa mort en 1987, a aussi mis en place des structures de participation comme les Samariens et le Conseil national de développement, une sorte de parlement. À sa mort, les militaires se concertent et délèguent Ali Seibou avec sa description. Ce dernier, avec sa décrispation, mène le Niger vers le multipartisme intégral et organise la conférence souveraine nationale.
Les premières expériences démocratiques montrent leurs limites et le colonel Ibrahim Baré Maïnassara prend le pouvoir en janvier 1996 et installe le Conseil du salut national. Quelques mois plus tard, sous la pression de ses militants avec le COSIMBA, le comité de soutien à Ibrahim Baré Maïnassara, qui devient plus tard RDP Jama'a, il organise des élections et les gagne aux grandes dames des autres partis politiques. De frustration en frustration, Baré perd le pouvoir et la vie en 1999. Daouda Malam Wanké arrive alors au pouvoir avec un groupe d'officiers militaires et crée le Conseil de réconciliation nationale. Contrairement à son prédécesseur, Wanké organise les élections après 9 mois de transition militaire et remet le pouvoir aux civils en décembre 1999. La démocratie connut une vitalité jusqu'en 2009 lorsque Mamadou Tanja demande un bonus de 3 ans pour finaliser ses chantiers et en février 2010, l'armée fait son éruption sur la scène politique. Salou Jibo préside le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie qui remet à son tour le pouvoir aux civils. Tous ces conseils militaires mettent en place des parlements de transition composés des acteurs politiques et de la société civile. Abdraman, peut-on dire aujourd'hui que le Niger est bloqué dans ce cycle infernal de coups d'État, d'interruption de l'ordre constitutionnel normal depuis les indépendances à aujourd'hui, 5 coups d'État? Est-ce que ce n'est pas un peu de trop? Oui, même un coup d'État, un seul, il est de trop. Malheureusement, on en a connu 5, mais bon, c'est l'histoire politique, économique, sociale, institutionnelle du pays, malheureusement. Si vous avez remarqué, Balima Brema l'a peut-être un peu fait ressortir dans son reportage, c'est que, bon, à chaque fois, les auteurs de ce coup d'État essaient d'expliquer, d'argumenter et de justifier leur entreprise et leur action. Parfois, une bonne partie des Nigériens sont souvent d'accord avec ces explications, vu du contexte dans lequel ces populations vivent ou vivaient au moment où ces changements de régime arrivent. En 1914, par exemple, on se rappelle, c'est la mauvaise gestion de la famine de 1913, et puis la gabegie du régime en place qui a été mise en avant comme prétexte pour faire le coup d'État de 1914. Après, on parle des véritables raisons, la coopération avec la France, etc. Peut-être c'est ça, etc. L'uranium, la gestion de l'uranium, etc. Mais toujours est-il que c'est ces raisons-là qui ont été avancées. En 1996, pour l'État de Barré, c'est l'instabilité politique institutionnelle. Parce qu'il y avait la cohabitation entre Mahamadou Ousmane et puis Hamamadou. Donc il y avait une instabilité institutionnelle, politique. Et c'est ça qui a justifié le coup d'État de Barré. Et en 1999, c'était... Wanké a mis en avant un pouvoir clanique, un pouvoir personnel. Ce coup d'État a été interprété comme une révolution de palais, quoi. En 1999 et en 2010, on sait, c'est le Tazartier. Donc, les velléités, le président de l'époque, disait-on, de rester au pouvoir après ces deux mandats constitutionnels. Et puis, le coup d'État, le coup de force d'hier, c'est la situation sécuritaire et la malgouvernance économique et sociale. Donc vraiment, à chaque époque, à chaque période, à chaque contexte, il y a des justifications qui sont mises en avant, qui tiennent plus ou moins la route. Mais le fait est que ces changements, ces renversements de régime arrivent, et le fait est que une bonne partie ou une partie des populations sont souvent d'accord avec ces renversements de régime. Souvent, elles accueillent, elles voient d'un bon oeil ces changements de régime parce que pour elles, ça peut changer éventuellement leur situation. Mais aujourd'hui, le Niger vient de renouer avec l'ordre constitutionnel normal, avec un président démocratiquement élu qui a tendu la brèche à un autre président démocratiquement élu. Les dernières élections ont été organisées il y a quelques semaines, celles des Nigériens de la diaspora pour compléter l'effectif du Parlement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce coup de force est opportun? Bon, encore une fois, c'est ça.
un coup d'État, quel qu'il soit, encore une fois, on ne peut pas parler d'opportunité, enfin, vous dire qu'un coup d'État est opportun ou pas, puisque tout coup d'État est un acte de régression, est un recul pour un pays ou un peuple qui aspire à se développer, parce qu'il faut reprendre à zéro beaucoup de choses, etc. Mais les coups d'État, aussi généralement, sont provoqués, malheureusement, il faut le dire, par certaines situations. Et c'est pourquoi les auteurs de ce coup d'État, généralement, ont des arguments qu'ils mettent en avant pour justifier leur entreprise. Et ces arguments peuvent rencontrer l'agrément de beaucoup de personnes au vu de la situation qui est là, créée. Les gens ont peut-être, ça fait dans nos pays, notamment de l'Ouest, où les coups d'État sont malheureusement récurrents, c'est la mauvaise gouvernance, c'est le détournement des deniers publics, c'est la corruption, c'est surtout l'injustice sociale ou l'injustice tout court. Accentué ces dernières années avec ce phénomène d'insécurité, avec le terrorisme. Et le premier élément fondamental pour arriver au développement, pour se développer, c'est la sécurité. Quand des situations comme ça perdurent, évidemment, c'est un argument important, essentiel, voire, comment dire, un argument massue qu'on donne à ces prétendants ou à ces candidats au renversement du régime pour entreprendre de telles entreprises et surtout pour les justifier. Au Mali, ça a été le cas. Au Burkina Faso, même chose. Et au Niger, qui est dans presque la même situation que ces deux pays, on peut évidemment, même si la situation du Niger est certainement différente de celle du Mali et du Burkina Faso par rapport à l'ampleur de la crise sécuritaire, mais toujours est-il que c'est important ici, il y a des pertes en vies humaines parmi les militaires et parmi les civils, et il y a d'autres aspects aussi de cette insécurité qui fait qu'elle est difficile à vivre comme situation pour les populations, surtout des populations qui sont déjà à la base assez démunies. Donc c'est des situations où, et quand des arguments comme ça sont avancés, ça trouve forcément un terreau à l'intérieur, ça trouve forcément, comment dire, ça rencontre généralement l'agrément d'une bonne partie de la population nigérienne. Parce que finalement, même si cette insécurité est circonscrite dans certaines zones du pays, il faut dire c'est les populations des grandes villes du pays qui ne sont pas directement impactées ou concernées par cette insécurité. Sinon, toutes les zones rurales, malheureusement, d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça peut. Et donc, finalement, ces coups d'État sont expliqués pas des actions ou des actes contre les personnes, les dirigeants en tant que personne, mais contre un système, contre une situation qu'il faut forcément changer. Et malheureusement, souvent, comme les changements démocratiques, normaux, réguliers ne marchent pas, surtout normalement dans nos pays. Et donc, ça crée des velléités comme ça chez certains, chez l'armée de façon générale, parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée c'est une institution. Ce n'est pas une seule personne qui décide, même si elle a la force, il faut qu'elle ait l'assentiment ou le soutien d'une bonne partie de l'institution pour pouvoir réussir ces genres d'entreprise. Abdraman Younoussa Issa, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef du groupe de radio et télévision Bonferré. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces événements qui ont quelque peu secoué notre pays durant ces dernières 48 heures. Nous sommes jeudi, d'habitude. Bonferré vous habitue avec votre chronique de tous les jeudis
la une des journaux. Nous allons survoler rapidement ces 3 unes de journaux quotidiens qui ont pu se coller à l'actualité qui a évolué durant ces dernières 48 heures. D'abord la une du journal Le Sahel, le journal gouvernemental, qui a titré à sa une le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP prend le pouvoir. Et puis le journal L'Enquêteur paru ce matin qui titre à sa une Bazoum balayé par sa propre garde rapprochée. Et puis le journal Mouria, un autre quotidien qui a titré à sa une encore une tentative de coup d'État contre Bazoum Mohamed. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis durant cette édition d'information quelque peu particulière. Excellente fin de programme en compagnie de Bonferré Télévision. Bonsoir.